Vous parlez de démocratie. Mais la démocratie, ce n'est pas l'importation ou bien la grève forcée sous la pression de l'étranger, les institutions, sans les conditions économiques, sans les conditions culturelles, sans les conditions civilisationnelles de la démocratie. Chez nous, on a la démocratie sans les conditions fondamentales de son avènement et de son émergence. C'est ça la démocratie néocoloniale. Ce que je dis est incontestable. C'est incontestable. Démocratie sans souveraineté, sans monnaie, sans possibilité de lever un véritable programme d'éducation, sans possibilité de transformer notre environnement sur le plan conceptuel, sur le plan de la pensée. C'est interdit tout ça. Donc nous nous distinguons des élites qui considèrent que les intérêts de l'étranger passent avant ceux de notre pays et que la lutte pour changer ce rapport de force ne sert à rien. C'est pour les rêveurs, c'est pour des gens immatures. Nobel et Wandi étaient des fous. Sont des vrais combattants, sont des vrais Africains, les gens pragmatiques, ce mot revient, les réalistes, qui savent faire un avec le colon, le tuteur occidental. Mais sauf que ce n'est pas le pragmatisme, c'est la soumission, c'est la servilité. Nous on prend acte, mais on dit ceci, ça nous a mené où? Depuis que nous sommes serviles, depuis des millénaires, des siècles, ça nous a mené où? Mais écoutez, l'actualité mondiale nous montre que les pays qui avancent sont les pays qui résistent, avec une élite patriote qui a compris sa responsabilité et qui donne sa vie pour le pays. C'est ça l'Iran. Vous ne pouvez pas citer les autres. Mais en Afrique et au Cameroun, regardez nos élites. Elles brillent par leur allégeance, leur soumission totale à l'étranger. Et ils déguisent ça derrière le réalisme, l'intelligence. Ça ne marche plus. Alors, donc, voilà la ligne. Voilà la frontière fondamentale de notre vie politique. Elle est là. Regardez, vous allez voir. Surenchère à la veille d'une élection décisive. Vous y voyez une surenchère? Oui, fondamentalement, c'est de la surenchère. Parce que, mais combien depuis 20 ans, ils sont ensemble. Pour d'autres, Beloba Magari, c'est depuis Aïdjo, où il travaille avec le président Biya. Ce sont des vieux amis. Le président Biya, Thiro Maya, plus de 20 ans. Très à l'aise dans cette alliance, très à l'aise dans le gouvernement, exécutant la politique du chef de l'État. Donc, quand on parle de séisme, c'est par rapport à quoi? Alors, cette surenchère que quelques-uns disent quand même s'appuyer, cette surenchère que disent s'appuyer sur des éléments de revendication de type difficulté à avoir, par exemple, l'interlocuteur principal, qui est le président de la République. D'ailleurs, ils ont souvent dit avoir fait allégeance pour Issa Chiruma au président de la République et non à sa formation politique. Ben, écoutez... Et donc, être en difficulté de pouvoir voir le président de la République pourrait remettre en cause la capacité à mettre je veux dire, à continuer à faire vivre cette allégeance. Je ne veux pas entrer dans cette querelle, parce qu'une alliance politique se fait entre deux formations politiques. On ne conçoit pas une alliance entre un État et des individus et des chefs de parti. C'est une alliance entre partis, même si le RDPC est dirigé par le président Biya. Mais là, ce n'est pas le problème le plus important. Mon cher Christian, c'est une querelle de famille. C'est une querelle de famille. C'est la grande UNC qui se querelle là, qui se chamaille. Vous voulez comprendre quelque chose à leur chamaillerie, remonter l'histoire de l'avènement de cette grande famille sur la scène historique de notre pays. Et là, vous allez tout comprendre ce qui se passe. Vous verrez que ce n'est pas nouveau. C'était pareil en 60, à la veille de l'indépendance. Entre 55 et 60. Vous allez voir ce qu'on appelle le Nord. Il viendra ensuite Grand Nord. Vous allez bien comprendre ce qui s'est passé. Le jeu qu'il y a eu entre Amadou Ahidjo et André-Marie Mbida sous la direction de la France. Vous allez comprendre comment le président Biya a été nommé dauphin constitutionnel, Premier ministre. Et ce n'est pas le fait du hasard. Vous allez remonter jusqu'aux années de Brest, de revendication démocratique. Vous allez voir le retour de M. Beloba Magari d'exil à Maïdougouri, je crois, au Nigeria. Et quand il revient, arrêtez-vous un peu à ce moment. Quand il arrive, il casse le seul parti qui, à l'époque, représentait une alternative sérieuse politique face au RDPC. L'UNDP. Sous Samuel Eboa, qui réussissait à fédérer le Nord, parlons comme ça, le Nord et le Sud. Mais contre le président Biya. Pourquoi le président Bello, sur quelle base a-t-il cassé ce parti? Il en a fait un parti régional, l'UNDP.
et pour après se réconcilier avec le président Biya. Comment ils se sont alliés, ils ont travaillé ensemble. L'UNDP Bello Bouba s'est fracturé pour déboucher sur l'ADN, Chiroma, et après les deux sont flamands. Amadou Moustapha. Moustapha, lui, il est calme, il est là, très calme, Amadou Moustapha. Mais les deux qui agitent beaucoup sur le plan politique, c'est le président Bello et le président Chiroma. Maintenant, les deux sont entrés. Après, l'Indien s'est fracturé, ça a donné le FSNC du président Chiroma. Mais quand vous lisez tout ça, vous allez comprendre ce qui est en train de se passer. Vous allez comprendre qu'il faut prendre des vessies pour des lanternes. Donc, le vrai débat, c'est celui de la succession du président. Alors, quel est l'objectif, de votre point de vue, de ces scissions, si on peut le dire ainsi, l'annonce de la candidature de Issa Chiroma et dans la foulée, celle de Bello Bouba après son congrès. Quel est l'objectif ou quelles sont les perspectives qui se présentent si on fait un point analytique? Qu'on le veuille ou pas, dans la grande famille, ce que j'appelle la grande UNCR-DPC, il y a la question de la succession du président qui est sur la table. Tant qu'il est encore là, on ne l'affronte pas. Mais ce qui se passe là, la convocation du prétexte Ferdinand Gongo, c'est pour tromper les idiots. Il est question d'exiger du président, ici et maintenant, de nous dire, après toi, c'est qui? Après toi, c'est qui? Notre place, c'est où? Tu sais que nous, on t'a donné l'affaire. D'après ce qu'ils disent, hein, ce nord-là, je dis bien ce nord-là, ce n'est pas tout le nord, ce n'est pas tout le grand nord, donc, mon cher Christian, loin de là, ce nord-là, après que le président a créé l'extrême nord, et la province de la Damawa, là où il y avait le grand nord, ce nord-là, c'est que notre place là, c'est où? Si tu n'es pas là, on fait comment? Remande-nous l'affaire là. Ce n'est pas possible d'imposer ça si vous oubliez le parrain historique de ce nord-là, la France. C'est impossible de comprendre cette affaire. Donc, la question du président qui est sur la table, on dit on ne voit pas le président. Mais il fallait nous dire ça depuis. Pourquoi on attend la veille d'une élection pour dire ça? Si on aime les Camerounais, il y a longtemps que le président Bello et le président Chiroma, par amour du pays, nous auraient informé que, comme vous voyez là, on n'a plus de président. On a un dessin animé là qu'on sort de temps en temps. Un argument fallacieux. C'est pas seulement fallacieux. On est dans le cynisme politique à l'état pur. On est dans la pure tradition d'une certaine élite du Nord, et en cela, elle ressemble les autres fractions de la bourgeoisie néocoloniale camerounaise, dans son ensemble, hein, opposition compris, pouvoir compris. Elle se ressemble, cette élite-là, elle se ressemble dans leur cynisme politique. Alors, si dans le fait que le Cameroun passe après leurs ambitions, leurs intérêts passent après celles des populations. C'est une espèce de féodalité politique. Vous voulez dire avant? Oui, c'est ça les populations. Elles s'en fichent des populations. Ce sont leurs marchepieds, leurs serpillères. Mais mon cher Christian, comment est-ce qu'on peut expliquer ça? On ne comprend pas ça. Vous ne pouvez pas avoir travaillé avec quelqu'un toute votre vie, avoir porté, l'avoir soutenu, avoir servi sous sa direction, et définir la politique, vous l'appliquez, et un matin vous dites aux gens, les 43 ans là, c'est la catastrophe. Mais soit vous prenez les populations de votre région, puisqu'on parle de régionalisme, pour des moutons et des idiots, mais soit c'est la sorcellerie. Alors certains vous répondront que les alliances, les défections politiques sont fonction des circonstances, des ambitions du moment ou des perspectives qu'on se définit. Il faut dire non à ça. Il faut dire non à ça fortement. C'est pas ça la politique, Christian. C'est pas ça. Les alliances ne servent pas à ça. Sauf à faire des alliances une fin en soi. Les alliances, c'est un moyen pour quelque chose de grand, d'ambitieux, qui dépasse votre personne et la personnalité des leaders en question. Vous pensez que ces jeux d'alliance-là dépassent la personne de M. Boulebouba Megari, malgré le respect qu'on a pour son expérience, ça dépasse la personne du président Chiroma. On voit bien que c'est de leur personne qu'il s'agit. Et ça nous pose des questions sérieuses. Quant à la nature de notre démocratie, entre guillemets, au rapport que nous avons à la politique et à l'idée qu'on se fait de notre pays, au-delà de la question du président Biya et avec cette élite-là,
C'est un profond sujet de réflexion, mon cher Dobo. Au-delà donc de profond sujet de réflexion. Au-delà de cet aspect. C'est pas ça la politique, il faut le dire. Alors, au-delà de, de cet aspect purement politique. Politicien. Le Cameroun. Politicien. Le Cameroun est engagé dans un discours public qui rappelle la notion du vivre ensemble et l'alliage Cameroun. Est-ce que dans ces positionnements que vous avez qualifiés d'ailleurs de régionaux, on n'est pas en train de mettre à mal la capacité de voir un Cameroun uni et même de ressortir ce vivre ensemble-là qui transcende les régions? Mais, très belle question, mais il n'y a plus que ça. C'est une trahison, c'est de la haute manipulation, je vais vous démontrer de manière très simple. Quand le Cameroun signe les engagements à l'étranger, c'est pas une signature de régionalisme, de communautarisme juxtaposé, mon cher Dobo. C'est le Cameroun qui signe, c'est l'engagement du Camerounais. La dette n'est pas régionalisée, la dette n'est pas communautarisée. C'est la dette Cameroun, là. Quand nous sommes représentés à l'étranger, quand nous nous projetons à l'étranger, c'est Cameroun. Pourquoi quand c'est l'étranger, on accepte ça, la façade là? Et quand on vient dans la politique, dite politique de l'intérieur, on désagrège le pays, on le balkanise, on le saucissonne en bantoustan, régionaux, sous-régionaux, et on dit que c'est la politique. C'est ce que Bello nous dit, le président Bello. C'est ce que Thierry nous dit, mais ils ne sont pas les seuls. C'est ce qu'on vous dit quand on vous parle de fédéralisme communautaire. C'est ce qu'on vous dit quand on vous... La tentation suprémaciste qui habite certains. C'est quoi? C'est le refus de prendre en charge le Cameroun. Alors que le Cameroun nous appelle. Alors, dans ce contexte... À tous les niveaux, le pays nous appelle. Non, c'est une classe politique historiquement déclassée. J'ai envie de dire, mais attends, je n'aime pas ce mot, hein. Mais c'est un problème de génération. Mais génération au sens politique, pas au sens de l'âge. Génération, mais ces gens, ils sont dépassés, ils sont déphasés. Alors, dans ce contexte, quel rôle pour l'opposition? Comment vous voyez l'opposition au Cameroun? Non, il n'y a pas d'opposition au Cameroun, il y a des oppositions. Je suis un homme heureux. Vous allez peut-être nous expliquer. Oui, bien sûr. Des oppositions ou des oppositions? Non, des oppositions, je suis un homme heureux. Alors, dites-nous. Vous savez pourquoi? Parce que c'est ce que nous essayons au niveau de NMP, de faire comprendre aux gens. L'opposition, c'est un foot. Maintenant, vous voyez, vous croyez que M. Tiroma, il a la même conception de l'avenir du Cameroun que d'autres partis de l'opposition? C'est peut-être une affaire d'idéologie. Mais écoutez, peu importe l'idéologie, je ne sais pas. Programme politique. Je ne sais pas s'il donne beaucoup d'importance à ça, mais peu importe. Vous croyez que ce nord-là, je précise bien, ce nord-là, je ne dis pas tout le nord, je ne parle pas des nordistes, ce nord-là, puisqu'apparemment ça leur appartient, c'est pas? Donc, vous croyez qu'ils ont la même conception du Cameroun que d'autres élites sous-régionales, néocoloniales? Et il y a des oppositions. L'idée que le président Bello se fait de l'opposition au Cameroun n'a rien à voir avec celle des autres forces de l'opposition, puisque lui conçoit qu'on peut être avec le président Biya durant 30 ans, bénéficier de tous les privilèges de l'État, etc. Et un matin, dit qu'on est un grand opposant. Voilà sa conception de l'opposition. Pareil pour le président Tiroma. Maintenant, il y a ceux qui estiment que on peut avoir travaillé avec le président Biya durant des années et un matin être son opposant le plus furieux, le plus radical. Et vous voyez, il y en a d'autres qui considèrent que le Cameroun, on peut le conquérir à partir d'un département, pourvu que ça soit le fief éternel, etc. On peut vous dire, donc, il y a plusieurs oppositions au Cameroun. L'erreur stratégique a été de nier ça au départ. Pour être surpris maintenant, où les gens peuvent passer 40 ans au pouvoir, et un matin, dire que non, les 43 ans là, ils ne sont comptables de rien, ça ne les concerne pas. Ils sont tout neufs, comme ceux ou celles qui n'ont jamais été aux affaires. Mais c'est un problème, mon cher Dobo. Quand on voit une certaine opinion, célébrer ces gens, les accueillir comme étant des messies, mais on a envie de pleurer sur le Cameroun. On a envie de pleurer sur le Cameroun. Il n'y a pas meilleure façon de faire campagne pour le président Biya que ce qu'on est en train de voir là. Vous y voyez, je veux dire, une gestion politique qui profiterait au parti au pouvoir et notamment au président Paul Biya? Mais cette approche de la politique rend service au président Biya. D'abord, il apparaît comme une victime de trahison. Il apparaît, c'est clair. Parce que comment on peut comprendre que le président Tiroma et le président Bello viennent dire que 43 ans, ça a été la catastrophe, mais ils étaient là-dedans. Rappelons en passant que le président Bello n'a pas démissionné du gouvernement. Certainement, ça ne tardera pas.
il est peut-être plus malin, plus mûr, mais ça ne tardera pas. Parce que comment est-ce qu'il va tenir? Alors, vous voyez, c'est important parce que l'épisode de la Rose en prix, Christian, ça permet d'aborder la question de ce qu'on appelle la transparence, l'enjeu électoral, l'enjeu démocratique. Mais vous voyez à quel niveau on est? Nous y venons. La question de cet enjeu. Avant d'arriver même à l'enjeu particulièrement, il y a même la question de l'environnement. Certains estiment déjà que le paysage politique, pour une transparence électorale, pour des jeux d'égal à égal, ne serait pas, les conditions ne seraient pas remplies. Est-ce que vous croyez que, justement, dans un contexte comme celui-là, aujourd'hui, on peut prétendre aller à une élection crédible, transparente, où tous les acteurs auront leur chance? Oui, c'est extraordinaire parce que ça fait des années que nous dénonçons la démocratie néocoloniale comme étant quelque chose une friperie qui ne convient pas aux Africains. C'est de la friperie. C'est même pas le modèle démocratique qu'on se donne en tant que tel. C'est la friperie. On a porté, c'est usé, on jette ça aux Africains et on se meurt là pour ça. La question des conditions du jeu électoral, la question du cadre électoral, là, le président Bello et le président Tirouma, dans leurs agissements, confortent une chose qu'on refuse d'admettre depuis. Mais autant on critique le cadre électoral avec des arguments qui valent ce qu'ils valent, mais comment la transparence est possible lorsque des hommes politiques de cette dimension considèrent que les populations de leur région leur appartiennent, sont du bétail électoral, j'allais dire un bétail communautaire. Ça vous dit rien? Vous voyez que qui truque l'élection? C'est truquer l'élection que de réduire les populations d'une région. C'est peut-être une ambition liée c'est pas une ambition. À ce que certains appellent le fief électoral. Non, ça ne veut rien dire. Si on fait la démocratie, on fait ça. On fait jusqu'au bout. Il y a des conditions structurelles susceptibles de caractériser un régime politique démocratique. Même on n'a pas besoin de prendre pour référence l'Occident. Mais on a aussi nos réalités socio-culturelles. La réalité socio-culturelle ne consiste pas à enfermer les gens dans des bantoustans. C'est le contraire de notre histoire. L'histoire de l'Afrique, c'est l'histoire des empires, des grands États, des fédérations, etc. Nous avons réglé la question tribale il y a très longtemps. Nous avons inventé la philosophie, la science, les mathématiques. Pour le faire, il faut dépasser l'espace tribal. Donc, les gens qui parlent de ces réalités sociologiques comme s'ils découvraient une réalité, c'est du tribalisme pur et simple. C'est pas l'histoire de l'Afrique. Je suis en train de vous dire ceci, il y a un problème. Il n'est pas possible de faire transparence électorale dans de telles conditions où les gens peuvent passer 43 ans dans un régime et venir un matin dire que c'est l'enfer. Et ils sont sûrs que les foules vont le suivre. Qu'ils parlent au nom des populations de cette région-là, il y a un problème. Ça veut dire au moins une ou deux choses. Que les populations-là sont d'accord quand ils font les alliances, sont d'accord quand ils assument qu'ils font tout ce qu'ils ont fait au gouvernement, et sont d'accord à l'heure actuelle de dire que non, vous êtes nos héros. Maintenant, venez, on va travailler ensemble. C'est pas bien le méchant. Est-ce que ça tient ça? Et si c'était le cas? Non, ça ne marche pas. Ça demande une chose. Je vais rester poli. Le vote est extrêmement communautarisé. Donc, qui tue l'élection finalement? Je vous demande. Puisque quand un vote est extrêmement communautarisé, il n'est plus rationnel. Puisque les critères de validation d'un vote, eh bien le processus pour transformer les dynamiques politiques en vote sont totalement viciés, puisque ce sont les modes d'ordre communautarisés qui priment. Ce n'est pas seulement l'apanage de l'extrême nord. N'est-ce pas la réalité du processus démocratique? Non, je veux simplement dire, ceux qui veulent le changement ne peuvent pas faire pire que ce qu'ils reprochent au président Biya et ce cadre électoral qui quand même leur permet d'avoir des élus. Malgré tout, lui, on n'est pas des élus. Le président Tirouma a des élus. Les gens ont des élus dans ce cadre-là. Mais quand on les écoute, ils donnent l'impression, je vous dis qu'ils sont les meilleurs agents de campagne du président Biya. En dehors du président Biya, c'est le chaos, puisque eux, ils sont obnubilés par leurs fiefs régionaux, et que c'est le président Biya seul qui pense au Cameroun, avec la capacité de les fédérer. Il n'y a pas meilleur moyen de faire campagne pour le président Biya que ça. Donc, on dit que le président truc, comment est-il possible de faire une élection de transparence dans des contextes ultra communautarisés, du moins politiquement parlant, comme ce qu'on veut nous faire croire? C'est faux, hein? Mais c'est que les élites veulent nous faire croire ça.
revenons donc à l'environnement démocratique et au jeu démocratique que vous voulez évoquer. Si vous semblez dire que nous avons affaire à une friperie, j'utilise votre expression. Non, c'est la friperie. Qui nous est... C'est la friperie. Il y a quand même que nous avons des élites, des acteurs politiques comme vous, qui participent à la construction de cet environnement-là. Quelle est la responsabilité justement de ces acteurs politiques dans ce que vous semblez décrire aujourd'hui comme un dépipé au sujet de la démocratie dans notre pays? D'abord, vous savez, Christian, vous ne pouvez pas faire ma publicité. Tenez voir mon discours depuis 15 ans, si on prend seulement 15 ans. Référez voir toutes les batailles que nous menons depuis... J'étais très jeune quand j'ai commencé ce combat-là. Dans les 90, c'est un acteur majeur qui est devant vous. Mais nous sommes toujours distingués en refusant la situation de la colonialité qui travaille nos sociétés. Il ne faut pas importer des habits qui ne sont correspondent pas à nos mesures. Je veux parler simple, que tout le monde comprenne. Vous parlez de démocratie, mais la démocratie, ce n'est pas l'importation ou bien la greffe forcée sous la pression de l'étranger, les institutions, sans les conditions économiques, sans les conditions culturelles, sans les conditions civilisationnelles de la démocratie. Chez nous, on a la démocratie sans les conditions fondamentales de son avènement et de son émergence. C'est ça la démocratie néocoloniale. Ce que je dis est incontestable. C'est incontestable. Démocratie sans souveraineté, sans monnaie, sans possibilité de lever un véritable programme d'éducation, sans possibilité de transformer notre environnement sur le plan conceptuel, sur le plan de la pensée. C'est interdit tout ça. Donc nous nous distinguons des élites qui considèrent que les intérêts de l'étranger passent avant ceux de notre pays et que la lutte pour changer ce rapport de force ne sert à rien. C'est pour les rêveurs, c'est pour des gens immatures. Oumniobé et les Wandi étaient des fous. Sont des vrais combattants, sont des vrais Africains, les gens pragmatiques, ce mot revient, les réalistes, qui savent faire un avec le colon, le tuteur occidental. Mais sauf que ce n'est pas le pragmatisme, c'est la soumission, c'est la servilité. Nous on prend acte, mais on dit ceci, ça nous a mené où? Depuis que nous sommes serviles, depuis des millénaires, des siècles, ça nous a mené où? Mais écoutez, l'actualité mondiale nous montre que les pays qui avancent sont les pays qui résistent, avec une élite patriote qui a compris sa responsabilité et qui donne sa vie pour le pays. C'est ça l'Iran. Vous ne pouvez pas citer les autres. Mais en Afrique et au Cameroun, regardez nos élites. Elles brillent par leur allégeance, leur soumission totale à l'étranger. Et ils déguisent ça derrière le réalisme, l'intelligence. Ça ne marche plus. Alors, donc, voilà la ligne. Voilà la frontière fondamentale de notre vie politique. Elle est là. Regardez, vous allez voir.